Bienvenue pour ce nouveau webinaire avec un sujet qui va être assez intéressant et qui est un peu un incontournable des sujets dédiés aux indépendants, aux freelances ou aux consultants, qui est la fixation du TJM. Et ben, on va laisser la parole d'abord à Vincent. Charlie est déjà plus habitué. Je te propose, Vincent, si tu veux te présenter, nous expliquer un peu qui tu es. Avec plaisir. Donc, je suis Vincent Quige, Head of Sales and Operations chez Bigger. J'ai commencé ma carrière en tant que consultant sur des missions de maîtrise d'ouvrage, pilotage de projet, avant de m'orienter davantage vers des fonctions commerciales en vente de prestations de conseils en B2B depuis 10 ans maintenant. Ok. Et donc, du coup, toi, tu es en charge d'aller contacter des clients qui ont des besoins, en fait, c'est ça, qui ont des besoins de consultants et de freelance. C'est ça, si je ne me trompe pas? Exactement. Donc, on mène cette activité et en parallèle, eh bien, on travaille avec tous les talents pour mettre en face des besoins des clients, les meilleurs talents freelance sur les missions confiées. Ok, trop cool. Et, Charlie, je t'en prie, je te laisse la parole aussi pour te présenter. Oui, alors moi j'ai l'impression que je connais déjà pas mal de monde quand je vois des noms un petit peu circuler dans le chat. Donc je suis Charlie Gaillard, je suis le fondateur de Bigger. J'ai créé la société il y a maintenant bientôt 2 ans. Et on a lancé le service de façon opérationnelle il y a un an maintenant. Et donc effectivement, on fait de la mise en relation entre des talents indépendants ou salariés. On fait aussi du recrutement et des entreprises. Top. Eh ben merci. Moi, je me présente aussi rapidement. Du coup, moi, c'est Bruno. Je suis indépendant, basé à Lyon. Je le répète souvent, mais parce que comme ça équilibre un peu le nombre de personnes présentes à Paris. Et euh, j'accompagne Bigger sur ces différents événements en tant qu'animateur et je fais aussi pas mal d'accompagnement de freelance ou de coaching. Euh, donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de la fixation du TJM. Un petit check rapide sur le chat. Vous avez l'air tous d'être là. On va commencer par le sommaire. Donc, on va d'abord parler très simplement de comment calculer et fixer son TJM. Et on va accentuer notamment un point un peu plus précis sur le statut. Et ensuite, donc ça, cette première partie sera avec Charlie, principalement, et moi. Et ensuite, on abordera les différents aspects de la négociation de son tarif, euh, les erreurs à ne pas faire, les choses qui sont importantes à mettre en avant. Et ensuite, on aura quelques petits fun facts et retours d'expérience que Bigger a pu rencontrer ou que moi j'ai en tête. Et à la fin, on répondra bien évidemment à toutes vos questions. Vous pouvez nous poser vos questions au fil de l'eau, on y répondra. S'il y en a trop d'un coup, on essaiera de lisser un peu les questions durant l'événement ou d'y répondre à la fin. En général, on regarde le chat, on regarde les questions, donc n'hésitez pas quand vous avez besoin. On reviendra sur chaque question ou chaque point ou chaque message pour faire en sorte que vous ayez une réponse à vos questions. Charlie, est-ce que tu veux nous présenter Bigger en quelques mots avant qu'on entame vraiment Alors, le vif du sujet? oui, alors très rapidement, hein, parce que j'ai déjà effectivement présenté un peu notre activité. Donc, nous, notre rôle, c'est effectivement de travailler donc, avec vous, talents, à définir bien votre projet professionnel et à vous aider à décrocher des opportunités. Donc, soit des missions effectivement de conseil en tant qu'indépendant. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup d'indépendants. Soit effectivement aussi des CDI, en tout cas des contrats à durée indéterminée, pour ceux qui souhaitent voilà, donner un nouvel élan à leur carrière. On a vraiment une approche, on considère que les talents sont nos clients au même titre que les entreprises. Et donc, on est vraiment dans une logique d'accompagnement. Bah, le webinaire d'aujourd'hui en témoigne aussi. Et donc, on essaie vraiment de créer du contenu pour vous, d'être à vos côtés tout au long, à la fois de votre recherche, mais aussi une fois qu'on a commencé à travailler ensemble avec un suivi qui est voilà, régulier, continu, tout au long de la mission ou de votre prise de poste. Et ça, c'est vraiment ce qui fait notre ADN et ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui. C'est ça. Voilà, de façon très résumée. Et peut-être juste un mot quand même donc, sur l'outil. Donc, on a développé un outil digital qui vous permet de vous inscrire, donc qui est disponible sur www.bigger.com, où vous pouvez justement créer votre profil, nous faire savoir lorsque vous êtes en recherche et donc faciliter aussi pour nous la prise de contact à chaque fois qu'on aura des opportunités qui pourraient s'avérer intéressantes pour vous. Exactement. Et vous avez aussi la possibilité de créer votre compte directement depuis votre profil LinkedIn, ce qui accélère assez rapidement les choses et qui est un petit truc à souligner parce que ça, vous gagnez vraiment du temps quand vous le faites.
Sur l'accompagnement que peut proposer Bigger, ben, il y a le fait d'organiser ces événements, mais aussi de pouvoir vous accompagner dans la fixation de votre TJM. En tout cas, de vous éclairer un peu sur ben, comment est-ce qu'on peut le fixer, qu'est-ce qui est intéressant à avoir bien en tête. On va vous proposer un premier sondage qui vient de popper sur votre écran, qui est selon vous, quelle est la première étape pour fixer son TJM? On va vous laisser quelques secondes pour y répondre. Donc, vous avez 4 choix: étudier les fourchettes sur le marché, choisir son statut, identifier ses potentiels clients ou calculer ses charges. Moi, je vais répondre aussi. J'ai le droit, je pense. Oui, j'ai le droit. Et donc, si vous répondez, vous voyez les réponses en direct. Donc là, on voit que sur les votes, à 50%, c'est étudier les fourchettes sur le marché. Donc ça, on va en parler. En 2, c'est identifier les potentiels clients. Ensuite, calculer ses charges et choisir son statut. Et en fait, intéressant parce que moi, j'ai répondu quelque chose qui n'est pas ce qu'il faudrait faire, en fait, finalement, je pense. Mais on va en parler. Alors, premier sujet, et là, je vais te laisser la parole, Charlie. C'est moi, demain, je suis freelance, j'ai envie de me lancer, ou on me demande de facturer et on me demande quelles sont mes prétentions en TJM, quelles sont les grandes thématiques que je dois avoir en tête. Alors, on vous les liste ici, mais on va vous détailler un peu plus chaque élément pour que vous ayez bien les métriques. C'est important. C'est ça. Alors déjà, par rapport au sondage, évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse dans le sens où ça va être un petit peu ces 4 éléments qui vont vous aider à définir votre tarif et probablement d'ailleurs d'autres également. L'idée, c'est qu'on vous propose aujourd'hui plutôt un processus pour faire les choses dans le bon sens. Donc, à titre d'introduction, je pense que c'est important. Ce qu'on constate aujourd'hui quand on travaille avec des freelances, c'est que souvent, ils se basent effectivement sur leurs charges ou sur leur salaire d'anciens salariés pour calculer ce qu'ils aimeraient gagner. Or, évidemment, ce qu'il faut d'abord valider, c'est un peu ça le changement de mindset aussi entre salariés et indépendants, c'est quelle est ma valeur sur le marché. Et est-ce que finalement, le TGM que je projette ou que je souhaiterais avoir, bah, il est valable et je trouverai des clients à ce tarif. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Donc en fait, la première chose à faire quand on cherche à fixer un TGM, c'est déjà de faire un petit tour de marché, donc une veille, pour savoir quels sont les tarifs qui sont pratiqués sur mon métier avec mon niveau d'expérience. Alors évidemment, il y a des écarts types en fonction, vous pouvez avoir des particularités que d'autres candidats n'ont pas. On sait que c'est toujours un peu difficile de comparer, mais quand même, vous devriez pouvoir déjà avoir une fourchette au terme de cet élément. Et évidemment, quand je dis étudier le marché, c'est aussi étudier quels seront vos clients. Comprendre si vous allez plutôt vous adresser à des PME, à des grands groupes, si vous cherchez plutôt des missions qui sont des missions longue durée ou si vous êtes plutôt vraiment sur de l'expertise extrêmement forte, pointue, et donc avec une approche qui est un peu plus conseil. Tout ça va évidemment aussi influer sur cette fourchette de TJM-là que vous allez commencer à dessiner. Donc, à l'issue de ces 2 étapes, donc les 2 premières étapes, là, donc vraiment état du marché et potentiel client, vous devriez avoir une fourchette plus ou moins large. Et ensuite, vous pouvez affiner avec 2 autres éléments qui, là aussi, ne sont pas exhaustifs. Hein. Encore une fois, il y a d'autres choses que vous allez pouvoir intégrer, on va en parler durant toute cette heure, mais qui quand même sont des éléments qui sont assez dimensionnants. Le premier, c'est le statut juridique. Donc, on a fait déjà un webinaire sur les différents statuts juridiques que je vous invite à… Voilà, on va refaire un petit tour, mais très, très rapide aujourd'hui, pour au moins vous montrer dans les grandes masses comment le TJM est impacté par ces différents statuts. Mais on a un webinaire vraiment dédié puisque c'est quand même assez… il y a beaucoup d'impacts fiscaux, sociaux qu'il faut prendre en compte. Donc, le statut juridique, ça, c'est un élément important puisque comme les cotisations vont être différentes, évidemment, la rémunération qui peut découler de votre TJM va être différente et donc le calcul que vous allez faire aussi. Et puis, évidemment, il y a quelles sont les charges. C'est-à-dire qu'au-delà des cotisations sociales, il peut y avoir des frais de fonctionnement. Vous pouvez avoir besoin en fonction de votre activité. Hein. Je sais qu'on a des consultants indépendants qui n'ont pas forcément les mêmes activités. Quand c'est de la pure prestation de service, il y a assez peu de charges. Il va peut-être y avoir un expert comptable si on est en société ou ce genre de choses. Mais sur d'autres métiers, en tant qu'indépendant, on peut avoir des charges plus importantes. Et donc ça, évidemment, c'est aussi à valoriser. N'oubliez pas que chiffre d'affaires, ce n'est pas revenu. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes entre les deux. Et c'est ça qu'on va essayer aussi un petit peu de détailler aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous devez valoriser pour pouvoir bien fixer votre tarif. Exactement. Et pour revenir en fait et rebondir sur l'idée du marché, c'est qu'en fait le marché parfois renvoie des indicateurs qui ne sont pas forcément les bons. Et donc c'est dans ce sens-là où c'est important de bien travailler cette notion de qui sont mes clients et
par exemple, si vous travaillez dans la santé, potentiellement, le TGM sera peut-être plus élevé que si vous travaillez dans un domaine où les marges sont plus faibles. Après, par contre, si vous avez une expertise énorme ou très pointue, ben, pareil, vos clients vont être potentiellement en recherche et donc vous allez vous adresser euh, euh, potentiellement peut-être à des clients qui ont plus d'argent parce qu'ils seront en capacité de plus vous rémunérer, entre guillemets. Donc, il y a plein de critères. Là, on vous a mis, et dis-moi si je me trompe, hein, Charlie, mais là, on vous a mis vraiment des grandes notions qui sont importantes ensuite à creuser. Et vous pourriez limite vous faire un petit QQOQCP sur chaque élément, en fait, en vous disant C'est ça. à qui je m'adresse, pourquoi, comment je le fais, etc. Et tout ça en C'est découlera une à un ligne moment étude de donné une marché. donnée. C'est ça, exactement. C'est une étude de marché que vous allez faire. Et après, si l'élément qui manque, mais qu'on va voir dans la deuxième partie du webinaire, c'est justement toute la partie négociation, parce que bien entendu, au-delà de votre tarif sur étagère, que là, on va essayer de définir ensemble, l'idée, ça va être de l'ajuster en fonction des conditions du client potentiel, du prospect donc, que vous allez cibler, de la visibilité de la mission. Enfin, il y a tout un tas aussi d'éléments de contexte que vous allez appliquer à ce tarif sur étagère pour le faire évoluer à la hausse ou à la baisse Exactement. du Et c'est niveau de pour ça risque. que là, on vous le met un peu dans l'ordre qu'on pense un peu logique pour mener à bien votre réflexion. Et donc, dans le sondage qu'on a fait, c'est effectivement, il n'y a pas de réponse fausse, mais c'est bien de partir à la base du marché, parce que c'est quand même le marché qui fixe à un moment donné un certain prix, et les grandes entreprises aujourd'hui ont de plus en plus de données qui leur permettent de savoir à peu près en fonction du profil, de la compétence, de la formation, de l'expérience, combien je peux payer une personne. Il y a même des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et qui fournissent de la donnée là-dessus. Et ensuite, le sujet et dont on va parler tout de suite là, c'est la partie du statut, puisque le statut Et alors, va influer beaucoup. Ouais, je t'en prie, Charlie. et Bruno, juste avant de passer à cette partie, déjà, je vois la question de Florence. L'expérience, évidemment, est un élément important, hein. Quand je dis l'état du marché, c'est l'état du marché par rapport à l'expertise et l'expérience que vous avez. C'est sûr que vous n'aurez pas le même tarif si vous avez 2 ans d'expérience, voire que vous sortez d'école. On a des néo-freelance qui vraiment, dont la première expérience, c'est d'être, enfin voilà, de se lancer en tant que consultant indépendant, et d'autres qui sont même en fin de carrière parfois, où il leur reste plus que quelques années potentiellement à travailler et qui veulent faire aussi un pont entre voilà, une activité qu'ils ont eue parfois de longues années dans une entreprise et pour aller jusqu'à la retraite. Donc, évidemment, quand je dis l'état du marché, c'est l'état du marché par rapport à votre profil, par rapport à vos expertises, à votre expérience. Voilà. Une chose importante sur l'état du marché, justement, donc je disais, bon, on essaie de comparer, mais on dit souvent comparaison n'est pas raison non plus. Donc, ce n'est pas un exercice qui est facile. Il y a des endroits où vous pouvez trouver des données et il y en a d'autres qu'on va vous déconseiller. Donc, je vais faire quand même un tout petit 5 minutes là-dessus parce que ça me semble assez important. Ce que vous pouvez utiliser pour trouver un peu la fourchette. Il y a des baromètres de TGM qui existent. Il y en a notamment, alors il y a des benchmarks qui existent et que les entreprises ont, hein. Je vous le dis, les directions des achats notamment les ont. Je pense par exemple au BRAPI. Le BRAPI, alors voilà, il a un coût, mais c'est un baromètre des TJM annuels. Donc vous pouvez voilà, essayer de vous le procurer pour avoir une idée. Il y a aussi des fiches métiers SIGREF avec des tarifs cibles. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de benchmarks qui existent. Donc ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est évidemment de regarder sur des plateformes ouvertes. Alors, c'est là où je vais être un petit peu, enfin, vous mettre en garde quand même. Donc, nous, chez Bigger, on a fait le choix de ne pas donner directement accès à nos entreprises aux talents et vice-versa. Vous n'avez pas directement accès à mission parce que justement, il y a un effet délétère à ce mode où tout est ouvert en pure marketplace. C'est que on a beaucoup de, enfin, c'est ce qu'on constate, hein, et chez nos concurrents et un grand concurrent à Catled que je nommerai pas, mais peut-être vous voyez à qui je fais référence, on arrive après dans une logique de catalogue de CV. Et le problème du catalogue de CV, c'est que quand on commence à avoir beaucoup de profils sur ces plateformes-là, le risque, c'est qu'on doit se brader pour sortir du lot. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, puisque justement, on a cette vision de marché, on travaille tous les jours avec à la fois des talents, des entreprises qui recherchent, c'est que les tarifs qui sont indiqués souvent sur ces plateformes sont souvent pas mal, enfin même beaucoup inférieurs à ce qui se pratique réellement dans la vraie vie. Simplement, l'idée, c'est de créer un tarif d'appel pour ensuite, justement, générer des leads ou des demandes entrantes d'entreprises potentielles et essayer de réévaluer à la hausse ensuite. Donc, vous pouvez regarder sur ces plateformes-là pour vous donner une idée, mais vraiment prenez du recul par rapport à ça, puisque effectivement, gardez en tête que là, l'idée, c'est quand même de justement susciter de l'envie et de l'attractivité. Et donc, pour être attractif, souvent, malheureusement, le critère du prix est d'évaluer à la baisse. Et on va vous montrer dans les conseils que un des gros conseils qu'on va vous donner, c'est surtout de ne pas vous dévaluer dans une logique de négociation, bien sûr, et donc de ne pas vous brader. Donc, faites vraiment attention à voilà, quelles sources vous utilisez.
dans cette étude de marché pour que voilà, vous ayez une idée qui soit un peu représentative. Donc, interrogez-vous aussi sur est-ce que là où je suis en train de chercher, c'est vraiment le bon axe, la bonne référence de tarif. C'est ça, et c'est valable également à l'inverse, c'est-à-dire que parfois sur les plateformes ouvertes, vous allez voir des personnes qui vous affichent un TJM à 1 000 € alors qu'elles Oui, ont potentiellement très peu d'expérience et qu'elles ne sont pas compétentes dans leur domaine, et qu'en fait c'est un peu un coup de bluff. Euh, et c'est aussi quelque chose qui va parfois avoir tendance à vous dire, en fait, moi, le TJM qu'on me propose aujourd'hui sur la mission qui pourrait m'intéresser, c'est ça, alors que je vois qu'il y a plein de gens qui facturent 25, 30, 50, 100% en plus, et moi je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment là l'intérêt de pouvoir à la fois, par exemple, se dire quel est l'état de mon marché, quels sont mes potentiels clients, quel statut j'ai, quelles sont mes charges. Ça doit rentrer en compte dans la fixation du TJM. Et si en complément de ça, vous avez Bigger pour vous accompagner ou qui pourrait vous dire, voilà, nous, on pense que le TJM que tu nous donnes aujourd'hui ne reflète pas forcément et que Bigger justifie bien évidemment aussi les différents éléments, vous arriverez vraiment à quelque chose qui est assez équilibré et qui vous permettra aussi dans un second temps de, si vous avez bien travaillé sur la mission, que tout se passe bien, potentiellement à terme d'avoir un TJM qui pourrait augmenter. Ou alors, en tout cas, y a dans le calcul en fait qu'on fait, il y a aussi l'idée de se dire que parfois on va refuser une mission parce qu'on considère que le TGM est trop bas, alors qu'en fait finalement le temps travaillé, le temps non travaillé que vous aurez va vous faire perdre de l'activité par rapport à le fait d'accepter le TGM plus bas et avoir à travailler quasiment toute l'année. Je ne sais et pas si ça, vous c'est suivez, justement ce qu'on mais pense. C'est ce qu'on verra justement sur la partie 2, où là, vous allez devoir tenir compte du contexte pour effectivement, donc il y a vraiment deux parties à ce webinaire, et je pense que c'est comme ça qu'il faut que vous aussi vous le travaillez. c'est Un, ça. quelle est ma valeur sur le marché, prix sur étagère ou fourchette, en tout cas, de à peu près là où je me situe. Et ensuite, hop, application, on va dire, au monde réel, à la mission qu'on me propose, et dans quelle mesure c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Et quand je dis c'est bon ou c'est pas bon, ça peut être à la hausse comme à la baisse, hein. Il y a parfois des fois où c'est nous qui allons vous conseiller d'augmenter votre tarif parce que pour des raisons de crédibilité, de budget, vous avez intérêt à le faire. Donc, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle quand même pendant 1 heure. C'est que c'est évidemment pas facile. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. L'idée, c'est de vous donner en tout cas quelques clés, quelques réflexes pour pouvoir le fixer. Donc là, j'avance effectivement. L'idée, on a parlé des statuts juridiques. Donc rapidement, sans refaire tout le webinaire sur les statuts juridiques, que vraiment je vous encourage à regarder si vous avez des questionnements sur votre statut aujourd'hui ou si vous voulez vous lancer, parce que le TGM n'est vraiment pas le seul élément à prendre en compte, enfin la rémunération que vous allez tenir de ce TGM, mais il y a vraiment beaucoup d'autres sujets voilà, en termes de protection sociale, etc., qui sont extrêmement importants. Donc surtout, ne les occultez pas. Mais par contre, effectivement, donc on a plusieurs statuts, et pour faire simple, donc de façon un peu polarisée, hein, il y a une version plus détaillée, comme je le disais. Il y a une partie entreprise-société dans laquelle vous allez avoir en fait des cotisations qui vont varier en fonction de votre statut, puisqu'il y a des sous-statuts dans cette partie-là. Il va falloir quand même provisionner un certain nombre un pourcentage de frais de fonctionnement, notamment si vous êtes en société, comme je le disais, avec un expert comptable, avec voilà, vous allez avoir quand même quelques obligations légales qui vont vous coûter un peu d'argent. Et donc la rémunération souhaitée, ça va être votre TJM fois le nombre de jours ouvrés, moins les cotisations sociales, moins les frais de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement, on va dire, entreprise/société. On va voir le cas un peu particulier de la micro-entreprise. Et le portage salarial, pour ceux qui sont en portage salarial, donc là, on est plutôt proche finalement d'un contrat type CDD ou CDI. Donc là, on est vraiment salarié, hein, pour le coup. On a des charges patronales qui peuvent être assez importantes. En gros, on compte à peu près voilà, entre 60 et 80% au total entre charges patronales et charges salariales. Donc, c'est quand même important. Et donc, la rémunération va être également TJM fois jour ouvré, moins frais de gestion, moins cotisation sociale et moins charges patronales. On va dire moins cotisation au total. La différence, c'est quand on est en portage salarial, évidemment, on paye des cotisations patronales et des cotisations salariales, puisque le portage salarial, c'est finalement, je convertis des honoraires en salaire net pour le salarié. Et donc, évidemment, vous devez payer les différentes charges que vous auriez voilà, que votre employeur aurait été amené à payer si vous aviez été dans une société. C'est Donc, le ça. fonctionnement est un peu le même. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que de votre TGM, vous allez devoir défalquer des cotisations. Ne les oubliez pas en fonction de votre rémunération, des charges. Ce qu'il va falloir aussi provisionner, là, on ne l'a pas mis dans la simulation, c'est évidemment vos périodes de congé, vos périodes d'inactivité, les moments où vous êtes en intercontrat entre deux missions, puisque là, évidemment, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Donc, qui dit pas de chiffre d'affaires, dit pas de revenus. Donc, si vous souhaitez partir en vacances sereinement, sans vous mettre dans le rouge, et c'est important quand même de le faire
provisionner aussi ça. Hein. Donc, la question du nombre de jours travaillés par an, elle est quand même aussi, elle fait partie du business plan que vous devez un peu faire aussi pour pouvoir justement fixer votre TJM. Et ne partez pas sur 240 jours travaillés par an parce que vous allez le faire 1 an ou 2, mais je vous assure que ça va être un peu plus compliqué pour les années qui suivent. Donc, ça, il faut vraiment aussi se garder du temps. C'est important à tout niveau. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, mais vous avez un peu, vous avez pas mal de frais cachés, entre guillemets, sur la partie calcul de son TJM qu'il faut bien prendre en compte. Et essayez plutôt de faire une simulation d'un calcul de TJM sur le maximum de charges que vous pourriez avoir en prenant le maximum de vacances que vous aimeriez prendre et voir ensuite qu'est-ce que ça peut donner. Parce que vaut mieux plutôt être agréablement surpris que déçu si finalement on n'a pas bien imaginé ou qu'on a oublié de calculer des choses. Et qu'en fait, effectivement, les jours de congé, le temps parfois de se former sur des outils ou de se former tout court. Ou d'avoir des certifications, ou alors de faire des rendez-vous, ou de trouver sa prochaine mission. Enfin, il y a un temps incompressible à une activité d'une entreprise et que du coup, il faut bien avoir en tête parce que vous ne serez pas toute la journée comme un salarié en train de travailler, sinon vous ne seriez pas vraiment indépendant, vous seriez plus salarié. En fait, vous occuperiez vraiment que de votre travail, alors que quand vous êtes indépendant, vous avez quand même une palette de choses complémentaires à faire. Donc, oui, il y a un temps de gestion, il y a un temps de prospection dans lequel nous, on peut vous aider évidemment chez Bigger. On a certains d'ailleurs freelance de plus en plus qui décident de travailler 4 jours par semaine, enfin en tout cas de facturer 4 jours par semaine pour se garder un jour dans la semaine, ou après ça peut être aussi en nombre de jours par mois, hein. Justement pour toute cette partie. Et l'idée pour eux, c'est justement là aussi de fixer le TGM en conséquence pour ne pas perdre par rapport à peut-être ce qu'ils gagnaient à 5 jours par semaine. Donc bon, il faut pouvoir le vendre sur le marché. Encore une fois, ce n'est pas qu'une question de ce que vous souhaitez, il faut le confronter au marché puisque c'est quand même le marché a toujours raison à la fin, si vous voulez trouver une mission en tout cas. Mais voilà, ça peut être aussi des fonctionnements où on se dit plutôt que finalement de faire évoluer ma rémunération au-delà de ce que je gagne déjà, j'essaye par contre de gagner du temps pour moi et donc d'avoir un confort de vie qui est supérieur. Donc voilà, le TGM, c'est une variable d'ajustement aussi sur ce type d'approche. C'est ça. Et donc, dans l'idée de se dire que le statut a une influence, on vous a fait en fait ce petit graphique qui reprend aussi des éléments dont on a déjà parlé dans le webinaire précédent. On va vous mettre le lien ici. Donc, Paola vient de vous le mettre. Vous pouvez vous y inscrire pour visionner le replay. On parle du partage salarial de la micro-entreprise, URL, SASU, etc. Et ça vous permettra de voir un peu quelles sont les incidences sur un revenu et quelles sont les incidences du choix de son statut. Et aussi, associé au choix du statut, l'idée, c'est pas de se dire je dois prendre le statut qui me fait gagner le plus d'argent, c'est je dois prendre le statut qui m'apporte le plus de sécurité, d'équilibre entre je gagne de l'argent et en même temps je cotise pour des droits au chômage potentiel, pour des droits à la retraite ou pour des droits quand je suis malade. Et donc, il y a vraiment différents statuts. Et en complément de ce... la SASU et le I sont inversés, j'ai l'impression. Et peut-être. Oui. Non. Ce qui non, parce que non, parce qu'il y a moins de cotisation sociale. En fait, il y en a plus quand vous êtes en SASES. Oui, mais justement, le salaire net devrait être plus fort. Donc oui, c'est tout à fait possible. Merci Oussama. Je pense qu'il faut qu'on vérifie, parce qu'effectivement, en EURL, on gagne plus qu'en SASU, puisque justement, en SASU, on a justement ce statut salarié, donc on a des cotisations supplémentaires par rapport à l'EURL. Donc effectivement, on vous renverra de toute façon les slides suite au webinaire. Donc on corrigera effectivement s'il y a eu une inversion. Il faut on va regarder, mais effectivement, ça semblerait logique que ça ait été inversé. Et en sachant que vraiment aussi, pour ne pas, je rebondis, pardon Charlie, pour ne pas se tromper, vous avez des simulateurs qui ont été développés par l'État, qui sont reliés directement avec des bibliothèques liées à l'URSSAF, qui sont actualisés très régulièrement et quasiment quotidiennement. Je vous ai mis le lien dans le chat, ça vous permet de calculer votre salaire en fonction de la forme juridique de votre société. Et donc du coup, ça reprend énormément d'informations, et notamment des informations personnelles comme est-ce que vous avez des enfants, quel est votre taux d'impôt sur le revenu, est-ce que vous voulez rajouter des parts, est-ce que vous avez un plan d'épargne retraite complémentaire. Et donc tous ces éléments-là permettent vraiment d'avoir à la fin un calcul d'un TJM, en tout cas d'un revenu net à l'année que vous pouvez reconvertir en TJM, qui est vraiment au plus proche de la réalité. Et encore une fois, dans l'idée de se dire je me lance en tant qu'indépendant avec le moins de risques possible, ces simulateurs sont vraiment importants à avoir un peu en pin-post
ou en tout cas en favori quand on en a besoin. Voilà. Alors du coup, juste pour commenter, mais vraiment très rapidement, cette slide, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est à peu près, la rémunération est à peu près égale à 50% du TJM. Donc ça, c'est vraiment très grosse maille. Et effectivement, après, ben, il y a des ajustements en fonction de votre statut. Les statuts dans lesquels vous gagnerez le plus d'argent potentiellement, en tout cas le rendement entre votre chiffre d'affaires et votre rémunération seront les plus forts, c'est effectivement à partir d'un certain chiffre d'affaires, notamment le URL, mais qui est par contre moins protectrice et moins génératrice de droits pour le futur, versus la SASU où, pour le coup, vous aurez la même retraite qu'un salarié, puisque vous êtes au régime général, et donc ce sera plus protecteur pour le futur. Donc, c'est pour ça que c'est un ensemble de choses, hein. Il faudra vraiment voir le webinaire si vous voulez poser la question, mais effectivement, en termes d'efficacité TJM, et donc ce que ça peut vouloir dire, c'est que si vous avez besoin d'une d'une protection sociale importante, et donc vous allez devoir cotiser un peu plus parce que vous avez par exemple des problèmes de santé et que vous vous orientez vers un statut qui est plus protecteur, bah, ça peut vouloir dire aussi que pour arriver au niveau où vous souhaitez arriver, en tout cas, vous devez augmenter votre TJM. Donc là aussi, regardez le marché, ce que vous pouvez faire et choisissez votre statut. C'est un triptyque qu'il faut travailler ensemble. Mais voilà, effectivement, en grande masse, c'est ça l'idée, c'est de se dire que le URL est plutôt avantageuse dans le sens où elle va générer plus de rémunération nette, mais il va falloir se protéger via notamment des assurances privées, peut-être pour compléter sa protection sociale. La SASU est plus protectrice, notamment pour la retraite. Le portage salarial est là aussi encore un peu plus cher, mais l'avantage, c'est que vous avez le droit au chômage et c'est le seul statut où vous avez le droit au chômage. Vous cotisez pour le chômage. Donc, entre vos périodes de mission, vous touchez un revenu, une allocation de retour à l'emploi. Et la micro-entreprise est un fonctionnement très différent puisque tout est forfaitaire. Donc, on va vous calculer des charges qui sont forfaitaires. Donc, si vous avez des charges importantes, ce n'est pas très intéressant parce que vos charges forfaitaires, elles ne seront pas très... Ça a été calculé pour que ce soit quand même pas trop de charges, hein, surtout qu'on est sur la prestation de service. En tout cas, il y a une partie prestation de service. Et puis, vous avez des seuils qui sont assez rapidement atteints. Mais ça peut être pour démarrer un bon statut. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une influence du statut, donc il faut le prendre en compte, mais ne vous posez pas la question du statut uniquement sous l'angle de la rémunération, ça c'est vraiment important. Exactement. Et si vous suivez le webinaire qu'on a fait, il y avait Stangelin et Embarque qui sont des experts aussi sur tous ces sujets-là, on vous partage des calculs, on vous donne de la donnée, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si on continue et là, on passe un peu de l'autre côté de la barrière sur la partie types de négociation et qu'on oublie un peu le calcul pur en fait d'un tarif, on va vous expliquer là maintenant comment bien négocier son TJM, c'est-à-dire quels sont les arguments que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez et qu'est-ce que vous devez mettre en avant pour pouvoir justifier de votre tarif. J'insiste sur le fait que en passant par Bigger vous aide et vous accompagne dans la fixation du TJM, et vous donne énormément d'informations sur ce que le client est prêt à mettre quel est son budget, comment est-ce qu'il travaille, quel est l'intérêt de la mission. Et vous passerez à un moment donné forcément, entre guillemets, un oral avec le client pour qu'il puisse vous rencontrer, savoir ce que vous faites, et vous devrez mettre en avant vos compétences et plein d'autres choses pour justifier du tarif qui est finalement décidé. Donc c'est là où Vincent... pardon. Je me permets juste de compléter. Si demain, vous souhaitez même un avis, on n'a pas forcément toujours besoin de travailler ensemble pour vous donner un avis. C'est-à-dire que même si demain vous vous posez une question, nous on a une vision de marché, c'est assez facile pour nous de vous dire, de vous dire dans quelle fourchette nous on vous positionnerait et de vous expliquer pourquoi. Et ça vous fait un input de plus qui en plus a de la valeur, puisqu'en fait, comme on agrège un certain nombre à la fois de missions d'entreprise et de talents, on a une vision qui est quand même plutôt juste. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire appel à nous aussi pour qu'on puisse vous donner un peu notre avis, même si du coup, c'est ce qui va être vu là maintenant dans le webinaire, ça va dépendre du contexte. Et donc là, je laisse la parole à Vincent, parce que je pense que c'est lui qui va vous expliquer tout ça sur la partie négociation. C'est ça. Et donc, avant de te laisser la parole, pardon Vincent, je rebondis sur comment dire, Florence qui nous disait l'expérience n'est-elle pas un élément important? C'est un des éléments les plus importants à mon sens. Mais Vincent, je te laisse la parole si tu veux pour nous donner un peu tes tips pour comment est-ce que je peux assumer et valoriser mon profil quand je suis en rendez-vous avec un client. Merci Bruno. Eh bien, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de pleinement assumer votre TJM. Ce TJM, il valorise votre compétence technique, mais également votre savoir-être.
Votre expertise, elle peut se justifier factuellement par votre expérience. Quel est le nombre d'années pendant lesquelles vous avez travaillé sur votre domaine d'expertise, quelles certifications, diplômes vous avez pu passer, mais également, du coup, est-ce que vous avez déjà mené des missions similaires en termes de responsabilité, d'activité, mais également en termes de profil d'entreprise. Si vous avez travaillé dans une entreprise d'un secteur similaire à celle de votre potentiel client, eh bien entendu, ça va l'intéresser et c'est une expérience aussi qui se valorise. L'important est clairement de développer des expertises différenciantes qui sont rares sur le marché. Et si une entreprise envisage un freelance, c'est qu'elle est en recherche de cette expertise. Donc, à vous de la valoriser pleinement. En tout cas, vous avez de quoi avoir une discussion équilibrée avec votre potentiel client. C'est ça. Je rebondis sur. Ouais, vas-y, Charlie, je vois que tu. Non, j'allais juste dire, effectivement, la rareté, c'est un vrai sujet parce que parfois, on se retrouve avec des profils qui, sur le papier, ont une expertise qui peut-être est technique, mais pas forcément un périmètre de responsabilité extrêmement important, mais qui ont une compétence très rare. Et la rareté fait le prix. Enfin, vraiment, là, quand on parle de marché de l'emploi, c'est pas galvaudé. Il y a vraiment une offre et une demande. Donc, si vous développez une expertise potentiellement même technique, enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des fois, on a des profils qui sont techniques avec une expertise rare, qui vont pouvoir pratiquer des TGM qui seront supérieurs à des personnes qui ont un périmètre de responsabilité, de l'expérience, une capacité à manager des équipes, etc. Donc, posez-vous cette question des expertises, elle est vraiment importante, et de la rareté, et surtout, posez-vous-la régulièrement, puisque, évidemment, quand il y a typiquement une compétence rare où justement il y a beaucoup de demandes, ça dure généralement pas très longtemps. Mais parce que justement, par effet miroir, les talents s'adaptent et vont chercher cette expertise parce qu'ils savent qu'elle va les aider à justement peut-être améliorer leurs tarifs. Donc, c'est vraiment quelque chose de mouvant et vous devez toujours être dans cette logique de OK, à quel point mes expertises sont rares et comment je peux les valoriser. C'est ce que tu disais, Vincent. Ouais. C'est ça. Et sachant qu'il faut garder à l'idée qu'un client, et comme tu l'as dit, Vincent, si il cherche un freelance ou un indépendant ou quelqu'un pour l'aider, c'est qu'il cherche quelqu'un qui a une expertise parce que lui ne sait pas faire et n'a pas quelqu'un déjà en interne qui sait faire. À partir de ce moment-là, si vous vous dites, je vais essayer de comprendre mon client, si vous comprenez son besoin et que vous pensez que vous avez l'expertise en face pour y répondre, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Avant toute chose, c'est déjà de se poser la question, est-ce que moi je suis capable de répondre à sa problématique et si demain je prends la mission, est-ce que je suis capable de faire le travail quasi en autonomie potentiellement et ensuite est-ce que j'ai des soft skills qui me permettront de faire en sorte que ça se passera bien dans les relations de travail que je vais avoir avec les différentes personnes avec qui je vais travailler. Si déjà vous arrivez à répondre oui à cette question, vous êtes très bien parti. Si vous savez l'exprimer et pouvoir le mettre en avant au client, globalement, il y a très forte chance que vous décrochiez la mission. J'arrive sur le niveau d'expérience. J'ai vu des cas déjà de personnes qui étaient très et je ne sais pas si Charlie ou Vincent vous serez d'accord avec moi, mais qui étaient compétentes en tant que salariés sur un domaine d'activité ou sur un poste, un secteur, une expertise, un métier, mais qui en tant qu'indépendants devaient refaire un peu leurs preuves. Quand vous êtes indépendant, vous arrivez dans une entreprise et on vous demande quand même plus rapidement un résultat que si vous étiez salarié. Vous allez être onboardé pendant 3 mois, on va vous laisser un peu plus le temps parce que ça va être une intégration, entre guillemets, parfois un petit peu plus douce. Quand vous êtes indépendant, normalement, vous arrivez déjà avec un bagage ou en tout cas une expertise. Vous connaissez assez rapidement votre périmètre d'intervention et donc on va vous demander d'être efficace. Et si vous n'êtes pas capable de proposer cette efficacité-là, c'est dommage. Il faut vous dire que vraiment… pour compléter, moi je dirais juste que ces compétences, ça veut aussi dire, évidemment, on l'a mis, un savoir-être. Donc, les compétences, ce n'est pas que les compétences techniques. On a beaucoup parlé des compétences techniques, mais c'est justement la capacité d'adaptation, tout ce qui est plus difficile à valoriser, mais qu'au travers de votre expérience, vous pourrez illustrer et qui vous permettra de justement justifier aussi de votre tarif. Exactement. Vincent, tu voulais rebondir un peu sur ça, sur la partie rareté, niveau d'expérience ou Ouais, je t'en prie. Alors, j'irais bien rebondir sur s'adapter au contexte, ce qui serait un très très bon conseil à donner. Je te propose de passer sur la diapositive. Exactement. Yes. Tac. Donc,
Tout simplement pour bien, enfin parmi les tips qu'on souhaite vous donner, les bonnes pratiques, le premier point, c'est effectivement, comme le disait Bruno, de bien s'adapter au contexte. Et pour ça, c'est important de comprendre l'enjeu de la mission, comment elle s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise, quelles sont les compétences réellement sollicitées et l'engagement qui va vous être demandé sur la mission, et avoir une bonne vision de la durée du projet, mais également la durée de contractualisation et quelle visibilité vous pouvez avoir en termes de renouvellement du contrat qui va vous être proposé. Potentiellement, la mission va entraîner un enchaînement de contrats. Et du coup, en fonction de ces éléments, bien adapter votre tarif selon la durée de la mission et le risque que vous pouvez identifier, risque en termes de visibilité sur le contrat de renouvellement, voire les délais, le retard de paiement que potentiellement vous pourriez avoir avec le client. Et ça va vous permettre d'ajuster votre TJM, parfois d'en proposer un plus avantageux pour le client, mais qui sera un tarif qui va vous permettre de sécuriser votre revenu dans la durée. Et potentiellement, après, vous pouvez même créer des conditions particulières avec les clients, un forfait mensuel avec des conditions qui sont très claires pour vous et le client pour consommer le temps mis à disposition, et qui aidera du coup au mieux votre client à gérer son budget. A contrario, eh bien, si on vous propose une mission de très courte durée ou avec un profil d'entreprise, de client, peut-être avec un peu plus de risque pour vous, eh bien, sentez-vous libre de pouvoir augmenter votre TJM par rapport à ce que vous pourriez faire en standard. C'est ça. Et ça me semble être important, effectivement, Vincent, sur les risques. Les risques, c'est effectivement lié à la typologie du client et aussi au contrat, hein, bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez un contrat qui est très fortement déséquilibré, avec potentiellement des pénalités ou autres, évidemment, vous allez devoir couvrir ce risque. Et donc, et malheureusement, dans la négociation, souvent, le contrat, on l'a un peu tard. Donc, en tout cas, si vous travaillez avec des clients nouveaux que vous n'avez pas eu l'occasion, sans intermédiaire, etc., vous risquez de découvrir des loups au moment du contrat. Donc ça, c'est assez important, je pense. En tout cas, si vous travaillez directement avec des clients et sans passer par des intermédiaires qui, justement, les connaissent, pourront vous aiguiller là aussi, vous dire quels sont les risques et peut-être aussi en prendre à leur charge. Hein. Nous, typiquement, on ne répercute pas toutes les clauses qu'il peut y avoir dans nos contrats avec les clients, sinon on n'aurait pas beaucoup de talents qui accepteraient de travailler avec nous. On a des contrats qui sont plus souples. Là, effectivement, c'est aussi des choses qu'il faut que vous puissiez assez vite cerner dans votre négociation pour pouvoir faire évoluer votre tarif pas trop tard, puisque une fois que vous avez annoncé un prix, c'est très difficile ensuite de revenir dessus. Et du coup, ce qui est clé, c'est d'obtenir un maximum d'informations lorsque vous faites vos entretiens avec votre potentiel client pour pouvoir prendre une décision éclairée. Et quand vous lui présentez un TJM, eh bien que ce soit un TJM qui intègre vraiment l'ensemble de ses composantes. Une petite question que je me pose au travers de ça. Sur la partie réalisation de veille de marché, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil? Est-ce qu'il faut que j'en parle à mon réseau? Est-ce que du coup, je peux vous appeler pour savoir un peu quelles sont les évolutions des TJM sur le marché? Est-ce que ça évolue rapidement? Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil si demain j'ai besoin de faire cette veille-là, en fait? Je fais comment? Je prends Vincent? Vas-y. Allez, j'y vais. C'est ce qu'on s'est dit, hein, la difficulté de la fixation du tarif, c'est qu'évidemment, ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est que un faisceau d'indices. Donc, plus vous avez d'indices, plus vous récoltez de la donnée, plus vous allez pouvoir être clair sur finalement le tarif que vous devez pratiquer. Après, il y a une question d'acceptabilité et d'attractivité. Donc, on a parlé de l'attractivité avec les défauts que ça peut avoir justement sur typiquement des plateformes ouvertes où vous allez être un peu obligé de dégrader votre tarif pour ensuite potentiellement le renégocier ou l'inverse. Donc, il y a aussi des jeux de posture. Donc, ce qui est important, c'est de recouper un maximum d'informations, effectivement, d'en parler à son réseau, de demander l'avis de personnes qui connaissent le marché, de demander l'avis de clients peut-être en fin de mission. Vous pouvez vous permettre de demander, vous aviez sûrement d'autres candidats ou même au début. Hein, enfin, ça dépend aussi de la relation que vous avez avec vos clients. Nous, on peut aussi vous conseiller, typiquement quand on propose plusieurs profils qui ont chacun évidemment leurs forces et puis peut-être leurs axes d'amélioration ou points de vigilance. On peut aussi vous aider à vous dire, OK, voilà comment vous devriez vous positionner dans cette approche-là. Donc, c'est vraiment un travail de veille un peu continu. Pour répondre à ta question sur est-ce que ça évolue vite, ça évolue moins vite sur des métiers, on va dire, généralistes, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expertise, mais je veux dire, un métier de chef de projet, de directeur de programme, etc.
les tarifs, c'est quand même un peu les mêmes. Bon, on a une fourchette qui existe, qu'on peut faire un peu évoluer, etc. Mais il n'y a pas de révolution. Par contre, sur des compétences techniques, ça bouge beaucoup plus vite, puisque c'est ce qu'on disait, avec le phénomène de rareté, si vous avez une compétence rare, les tarifs peuvent s'envoler. Donc, voilà, et donc, si vous avez des compétences techniques et que vous êtes plutôt sur un métier technique, vous avez intérêt à suivre justement un peu l'état du marché entre l'offre et la demande, parce que ça va potentiellement, là, pour le coup, varier assez vite à la hausse ou à la baisse. Ok, top. Vincent, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu penses, par exemple, une autre question que je me posais, c'est est-ce que parfois il faut que je compare systématiquement? Parce que des fois, la comparaison peut me permettre de faire des erreurs. C'est-à-dire que sur un calcul de TJM, il y a aussi quelque chose qu'on a un peu moins parlé, ça peut être les conditions de travail. Enfin, on l'a parlé sur, par exemple, la durée du temps de travail, mais les conditions de travail peuvent être un élément qui ne se mesure pas forcément au travers d'un TJM, mais qui peuvent être l'ambiance d'équipe, la taille même des équipes, la localisation de là où on travaille, le temps de trajet le matin. Ça, c'est des indicateurs. Est-ce que c'est des choses qu'on vous remonte souvent aussi? Alors, un conseil, c'est si vous avez la possibilité de choisir entre deux missions, ne prenez pas uniquement votre choix basé sur le TJM le plus important. Allez également prendre en compte l'intérêt de la mission, à quel point cette mission peut vous aider à vous épanouir, à développer également de nouvelles compétences. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut garder un pricing dynamique et qui intègre à la fois vos intérêts, vos drivers de motivation et par contre qui reste équilibré par rapport à votre marché, c'est-à-dire proposer un TJM qui est adapté par rapport à la mission, adapté par rapport à ce que les clients peuvent vous proposer sur ce type d'activité. Voilà, ça me semble important. Donc voilà, c'est sur ce point-là, j'irais faire un petit écho par rapport à la notion Non, pardon. de faire évoluer son TJM. C'est Je t'en prie. important de ne pas rester toujours sur le même tarif. C'est pas parce que vous avez présenté un tarif à une année que vous devez rester dessus. Vous progressez, vous évoluez. Donc, faites progresser votre TGM au fil de vos expériences et des missions réalisées. Même chose si jamais vous vous présentez pour une mission dans un secteur d'activité que vous maîtrisez particulièrement bien pour une mission pour lesquelles les problématiques rencontrées sont déjà des problématiques que vous avez réalisées et dans lesquelles vous avez conduit vos projets, eh bien, sentez-vous à même de valoriser cette expérience et de faire progresser votre TJM. Donc, tu l'as dit par toi-même, on peut faire évoluer le TJM en fonction de la durée de la mission, mais également en fonction d'autres critères comme le délai de paiement. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, où effectivement, être payé à 60 jours fin de mois, comme la plupart des entreprises le proposent, ou être payé comptant à 10 jours après l'émission de sa facture, ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact pour le freelance. Donc, c'est des choses que vous pouvez prendre en compte et qui peuvent permettre d'amener à une négociation avec le client et potentiellement d'ajuster un tout petit peu votre TJM au bénéfice du client, mais ça a un intérêt pour vous. Ok, intéressant, je ne savais pas ça. Je me permets de le dire, et justement parce que nous, on a mis en place le paiement comptant pour les freelances. Donc, on fait l'avance. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises payent tard, souvent très tard d'ailleurs. Mais nous, on paye effectivement les consultants avec lesquels on travaille comptant. Donc, ça, c'est effectivement un élément que vous devez aussi garder en tête, qui est important, parce que effectivement, pour vous, le chiffre d'affaires, c'est quand même à la fin votre rémunération. Hein. Vous enlevez les charges, n'oubliez pas les charges, mais ça devient votre rémunération, alors qu'effectivement, pour une entreprise, c'est une gestion qui est différente, une gestion de trésorerie plus poussée. Et donc, ça, typiquement, c'est un des éléments, effectivement, aujourd'hui, que nous, on peut proposer de faire justement cette avance de trésorerie, puisque c'est un élément important. Et voilà, et on milite pour que ça devienne un peu un standard de marché, mais c'est pas simple. Et donc, d'avoir un pricing différencié peut inciter des acheteurs, des clients aussi, de comprendre le coût que ça peut avoir pour vous. Et en fait, en leur répercutant le gain potentiel qu'ils feraient sur la trésorerie de façon très claire sur le tarif, généralement, ils sont un petit peu plus conciliants pour pouvoir revoir leur délai de paiement à la baisse, puisque quand même le coût est plus important souvent que le délai de paiement et le gain potentiel à avoir un peu plus de trésorerie à un instant T. On a une question intéressante et on va ensuite passer sur les pièges à éviter, mais
Donc c'est Marc qui nous la pose, je vous la lis. Le client demande la fixation du TJM tout au début, avant la première interview. Comment faire en sorte que la discussion sur le TJM arrive après les interviews, qui est plus à l'avantage pour le freelance? Alors, vraie question. C'est compliqué cette question. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Marc. Et en même temps, la difficulté, en tout cas, effectivement, enfin, quand tu proposes ton profil et tes services, tu es obligé d'avoir un prix en face. Surtout que, en fait, au-delà de pouvoir valoriser, de cranter un premier prix et puis aussi de dire ce que toi, quelle valeur tu penses pouvoir apporter, il y a aussi un sujet légal, c'est-à-dire que vous savez que, et on va vous le dire, c'est justement dans les pièges à éviter, le client ne doit pas fixer le tarif. Ce n'est pas au client de fixer le tarif. Alors évidemment, ils ont des lignes budgétaires, ils ont un certain nombre de choses. Mais un des éléments qui prouve votre indépendance, sinon on rentre dans un cadre juridique qui est autre, et on voit bien tous les arrêts qu'il y a eu sur Uber, Deliveroo et d'autres plateformes de mobilité ou de livraison de repas. Vous devez être en mesure de fixer vous-même votre tarif. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a une phase de négociation et de discussion, c'est normal. Mais c'est à vous effectivement de dégainer. Alors, c'est vrai que c'est un inconvénient parce que du coup, quand vous êtes un peu aveugle et que vous savez pas vraiment quel est le budget du client, c'est compliqué et que vous n'avez pas tous les détails de la mission, parce qu'évidemment, lors de l'entretien, c'est là où vous allez avoir quand même un certain nombre d'éléments un peu dimensionnants justement dans votre pricing à intégrer ou à pas intégrer en fonction du niveau de risque que vous percevrez et de l'attrait de la mission aussi, hein, c'est aussi un élément. Et donc ça, c'est effectivement une difficulté. Bon, moi, je vais avoir une réponse forcément, hein. C'est aussi l'avantage de travailler avec un intermédiaire. Parce qu'en fait, nous, notre travail, c'est aussi justement d'aller chercher ces informations et que quand on vous brief dès le démarrage, on vous donne un maximum d'informations sur le contenu des tâches, évidemment, à réaliser, mais surtout sur le contexte, l'ambiance, la probabilité de renouvellement ou pas, la façon dont se comporte le client. Donc, est-ce qu'il a des pratiques saines? Est-ce que c'est très politique, au contraire, très apaisé? Et donc, nous, tout ce travail de cadrage, on le fait, on va vraiment jusqu'au bout. Et on doit être force de conseil aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça que cette discussion de tarifs, en réalité, il faut qu'elle soit souple parce que nous, on va pouvoir vous donner des éléments qui vont vous alimenter. Et à l'inverse, nous, on doit aussi accepter que vous puissiez, en fonction de ces éléments-là, ajuster votre tarif. Donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas figé, c'est qu'on puisse en discuter. Par contre, effectivement, à partir du moment où on propose votre profil à une entreprise ou alors vous faites acte de candidature, entre guillemets, vous devez dégainer quelque chose. Donc, pas simple. J'aurais tendance à dire que, mais bon, toute proportion gardée, parce qu'il faut que, en fait, c'est un calcul de taux de probabilité versus risque. Donc, soit vous êtes dans une logique où vous dites, tant pis, je surcote un peu mon tarif et on verra bien si ça passe ou pas. Et comme ça, au moins, s'il y a un niveau de risque qui est important, je suis couvert. Quitte à, après la discussion, le baisser un peu ou en rediscuter. Mais le problème de ça, c'est qu'effectivement, comme le client, l'entreprise va d'abord avoir votre profil et le tarif écrit, le risque, c'est de ne pas avoir de mission. C'est un peu la même chose que dans une candidature, quoi. C'est qu'il faut réussir à bien cadrer pour que vous soyez couvert et en même temps, il faut réussir à décrocher l'entretien parce que c'est ça qui va compter. Donc, tout à l'heure, Bruno disait, des fois, il faut calculer dans son pricing le fait de ne pas travailler ou de commencer une mission plus tard parce que notre tarif il est un peu long à négocier ou que c'est un vrai sujet aussi effectivement. Donc c'est là aussi il n'y a pas de réponse parfaite malheureusement. L'idée c'est d'avoir un maximum d'informations, soit en les recherchant, soit en se basant avec un partenaire pour qu'il puisse vous apporter un maximum d'informations. Et c'est aussi sa responsabilité de vous apporter les bonnes informations, hein. C'est notre rôle et c'est le rôle de ce type d'acteur pour ensuite que vous puissiez avoir un pricing qui est le plus juste possible. Ce qui nous est arrivé de faire dans certains cas, c'est de proposer une fourchette en disant à affiner. Alors c'est un peu délicat parce que justement, on essaie quand même d'avoir quelque chose de clair, mais en fonction d'éléments. Notamment, ça se fait beaucoup si, par exemple, on change le rythme. Par exemple, on a des consultants avec lesquels on travaille qui n'ont pas le même tarif si c'est sur 4 jours ou sur 5 jours, puisque sur 4 jours, ils vont essayer de récupérer une partie de ce qu'ils auraient touché sur 5. Donc, ils ont et donc, il y a moins de visibilité, il y a moins de charges, et donc, il y a une perte, entre guillemets, pour eux, et donc, ils font évoluer un peu leurs tarifs. Le sujet des délais de paiement, c'est pareil. Donc, vous pouvez avoir un pricing un petit peu différencié. Le tout, c'est de le réfléchir et de le faire, de l'ajuster, et aussi, justement, de calculer le taux de probabilité pour que, in fine, vous ayez quand même l'entretien. Parce qu'effectivement, très difficile de revenir après en disant oui, mais je ne voyais pas la mission de cette façon-là, elle est plus dimensionnante. Et donc, du coup, mon tarif n'est pas le même, quoi. C'est assez complexe à faire. Vincent, tu voulais peut-être rebondir sur cette question-là? Oui, chez Bigger, il nous arrive assez souvent, quand on fait le brief avec le client, d'étudier le TJM
qu'il envisage, la fourchette de TJM qu'il peut envisager, et de l'amener à réfléchir à nouveau sur cette fourchette ou de réajuster ses critères de recherche, que ce soit la seniorité de la personne sur un rôle équivalent ou de faire lever certaines compétences recherchées, enfin certaines expertises recherchées pour respecter son budget. Donc ça peut aller dans les deux sens, mais en tout cas, on a aussi ce rôle de conseil avec nos clients pour leur permettre en fait derrière de proposer un TJM qui soit adapté par rapport à la mission proposée. Mhm. Juste, on n'a pas parlé de notre modèle, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais nous, on gagne notre vie si la mission se fait. Donc, soyons clairs, notre intérêt, c'est que votre tarif il soit conforme à celui du marché pour le client, qui paye le juste prix par rapport à voilà, l'état du marché. Et en même temps, on n'a pas du tout intérêt à minimiser votre TJM, puisque du coup, on prend une commission sur le chiffre d'affaires qu'on va vous donner. Donc, clairement, l'idée, c'est aussi d'avoir le meilleur équilibre. Donc, nous, on est plutôt des partenaires pour vous aider à pratiquer voilà, les prix qui soient, entre guillemets, les plus hauts possibles, ou en tout cas les plus qui reflètent le plus votre expertise, tout en étant dans le marché. Donc, c'est effectivement un difficile équilibre à trouver, mais c'est aussi ça la valeur qu'on apporte aux deux parties, vous en vous conseillant sur le marché, mais c'est aussi ce que viennent chercher évidemment les entreprises qui travaillent avec nous, parce que effectivement, des fois, elles ne savent pas du tout finalement, ou même celles qui ont un petit peu d'expérience, sont sur une grille de TJM qui date d'il y a 2 ou 3 ans et qui n'est plus du tout à jour parce que ce sont des fonctions qui sont devenues très recherchées. Donc, c'est aussi à nous de justement vous aider à trouver cet équilibre-là si on travaille ensemble. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, il y a ce travail de recherche, de veille qui est très important. C'est ça, et compte tenu de la complexité parfois du sujet en fonction des missions ou des profils, quand il y a une discussion qui est plus ouverte, en tout cas qui est ouverte et qui est plutôt positive aussi, parce que c'est pas forcément non plus un combat à chaque fois d'aller négocier un prix, et que tout le monde s'y met autour de la table, on réussit quand même globalement, je pense, à trouver quelque chose d'assez équilibré et qui est compréhensif pour tout le monde et équitable. Sur la partie piège à éviter, Ah oui. Charlie, si tu en prends un, et Vincent, qu'est-ce qui vous parle le plus? Je laisse à Vincent l'honneur de démarrer. Alors, un point autour de la renégociation du tarif avec un client. Une fois que vous avez accepté une mission, que vous êtes en mission, c'est effectivement plus difficile d'augmenter le tarif. Et en fait, il va falloir prévenir au mieux votre client de votre changement de situation ou de l'évolution de vos tarifs. Le conseil qu'on vous donnerait, c'est plutôt de renégocier dans le cadre d'un changement de périmètre, changement de responsabilité, ou si vous souhaitez faire évoluer votre TJM, eh bien de l'annoncer de manière assez anticipée, en amont, et pas dans le cadre de la renouvellement du contrat, mais davantage dans le timing de la fixation des budgets du client. L'idée, c'est d'avoir une discussion claire et transparente avec le client pour lui permettre de lui donner de la visibilité et de réellement établir une relation de confiance avec lui. Ok, toi Charlie, tu aurais choisi quoi? Se brader, hein, ça c'est toujours le risque. Alors, franchement, on tombe tous dans le piège, hein. Moi j'ai été freelance pendant 3 ans, je ne l'ai pas dit. Évidemment, j'ai commencé par pratiquer des tarifs. Quand j'ai vu 2 ans plus tard l'évolution qu'avait eu mon TJM, je me suis dit que j'avais été bête de me brader au début. Mais c'est normal, il faut aussi se donner le temps de prendre confiance en sa capacité. Donc à la fois, il ne faut pas se brader, et en même temps, il faut être à l'aise avec son tarif. Il ne faut pas avoir l'impression de… Voilà. Mais n'ayez pas justement cette impression de voler le client. Évidemment, ça fait des chiffres qui sont beaucoup plus importants que quand on est salarié, donc ça peut faire un peu peur. Mais ne vous bradez pas. C'est pour ça que le maximum d'informations vous aurez, le plus à l'aise vous serez avec votre tarif, le plus cohérent ce sera, et du coup, ça vous permettra d'être vraiment à l'aise. Et dans la négociation, si vous êtes un peu faiblard parce que vous n'êtes pas sûr, ça va se sentir. Alors que si vous êtes effectivement très à l'aise parce que vous avez déjà pratiqué ce tarif, parce que vous êtes bien renseigné, parce que vous pensez que c'est la valeur que vous avez, ça va vous faciliter la vie, c'est sûr. Moi, j'aurais choisi pour vous dire à ne pas se faire accompagner. Je pense que c'est hyper important. Je pense que dans tout, il faut se faire accompagner. Et notamment cette fixation-là, ce qui vous permet aussi d'avoir des arguments le jour où on vous demande, entre guillemets, un peu de justifier votre prix. Vous pourrez le faire dans ces cas-là sur base des recherches que vous avez faites, sur base de vos compétences, sur base de votre formation et sur base de toutes les discussions que vous aurez pu avoir avant avec Bigger ou toutes les personnes qui auront pu faire mûrir votre réflexion. Donc, je pense que ouais, pour moi, c'est fondamental.
Et on peut aussi se faire accompagner par son expert comptable sur ce sujet-là, hein, d'ailleurs. Enfin, typiquement, on Carrément, n'a pas complètement. évoqué cette idée, mais ça, évidemment, en fonction de si c'est un expert comptable qui a l'habitude de ce genre de prestations, il y en a beaucoup qui sont vraiment très focus sur des free. Si vous travaillez avec lui, il doit pouvoir aussi vous aider hein, là-dessus. Exactement. On va passer, allez, 2-3 petites minutes. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On parle toujours un peu beaucoup et on espère que ça vous intéresse. On salue Marc qui nous laisse, mais on voulait vous partager 2-3 petits fun facts de retour d'expérience. Je ne sais pas, est-ce que Vincent ou Charlie, vous voulez nous donner un peu un cas ou des choses un peu particulières que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui avec des clients, avec des freelances? Allez, je démarre parce que moi, c'est la partie pas fun. Et donc, j'ai envie que Vincent termine sur la partie fun, s'il est d'accord. Parce que c'est pas toujours fun, la négociation, c'est pas toujours simple. Moi, je vais vous donner deux exemples où ça a été un peu compliqué. On a eu parfois des clients qui étaient plutôt dans des logiques d'appel d'offres, donc quand même des processus qui prennent un petit peu de temps, où voilà, il faut se mettre d'accord sur l'accompagnement, etc., etc. Et ce qui arrive parfois, notamment avec des directions achats qui sont très orientées sur les économies qu'elles peuvent faire gagner aux directions métiers, c'est des négociations de dernière minute. Et ça, évidemment, c'est très difficile à gérer, c'est très difficile à vivre aussi hein, en tant que freelance, puisque du coup, on va vous demander au dernier moment de faire un effort. Ce que je peux vous conseiller là-dessus, alors évidemment, c'est. Alors nous, honnêtement, on s'interdit de le faire. Hein, mais bon, parfois, vous allez avoir, si vous travaillez avec des clients et notamment des directions achats, vous pouvez avoir cette problématique-là. C'est de faire quand même un geste parce que si vous ne faites rien, quelque part, vous avez donné le signal que vous n'avez pas envie de travailler avec ce client-là, mais un geste qui soit symbolique ou alors, autre possibilité, demander des contreparties. Si un client vous demande de faire, je sais pas, moins 5 ou moins 10% sur votre TGM, bah, vous lui dites OK, mais moi j'ai besoin d'un règlement à 30 jours au lieu de 60. Donc enfin, voilà, je pense qu'il faut être dans cette logique où en gros on a envie de travailler ensemble, il faut faire un geste et montrer qu'on veut faire quelque chose, mais obtenir des contreparties. Autre exemple, c'est un petit peu le même conseil, mais c'est pour illustrer. Durant le Covid, nous on a beaucoup de clients qui sont dans le secteur transport tourisme et donc qui ont été très impactés par la crise du Covid et notamment par les confinements. Bon bah voilà, ils nous ont demandé de faire des efforts. Donc là on a dû effectivement travailler à la fois avec les talents, avec le client pour voir quel niveau d'effort pouvait être fait à chaque niveau et de la même façon demander des compensations. C'est le moment où nous, on a réussi à négocier avec nos clients des contrats cadres avec le fait qu'ils nous donnent de la visibilité sur de futures missions potentielles, sur des engagements à nous solliciter, etc. Et on a fait un effort financier qui leur a permis dans ce moment-là, parfois même de survivre. Hein. En tout cas, on a été solidaires de ce qu'ils vivaient tout en demandant des contreparties pour le futur. Donc, c'est vraiment ça que moi, j'ai aussi envie aussi de vous partager. Je pense que c'est assez important en négociation. En gros, on ne fait jamais de cadeau gratuit. Il faut toujours qu'il y ait une compensation ou en tout cas une contrepartie. Et je rebondis avant de te laisser la parole, Vincent, mais je pense que c'est aussi ça qui permet d'avoir une relation équilibrée avec ses clients. C'est de se dire, bah, Tout à fait. en fait, on est ouvert à la discussion, on ne se braque pas tout de suite, même Non. si c'est un sujet un peu délicat ou en tout cas sensible, mais on se dit, bah, comment est-ce que je peux avoir un rapport équilibré sur du moyen long terme avec mon client? Et je pense qu'effectivement, ça passe par ce genre de choses qui finalement n'est pas une négociation si horrible à avoir à partir du moment où elle est transparente, quoi. Mais bon, C'est voilà, ça. Et si chacun fait un pas vers l'autre, ça montre l'envie des deux parties d'avancer ensemble. Donc, c'est exactement. super. Vincent, est-ce que tu peux, toi, tu as un petit exemple à nous donner? Oui, un dernier retour d'expérience très récent, il date du mois dernier. On arrive parfois effectivement à négocier le TJM. Alors c'est souvent effectivement des demandes à la baisse, mais des fois il y a des bonnes nouvelles, des bonnes surprises. J'ai le cas dernièrement sur un besoin exprimé par un client, on a présenté trois profils et un des profils était décroché par rapport à son niveau d'expertise. Et je lui ai proposé d'augmenter le TGM présenté au client. Et ce TGM est passé sans même avoir besoin de le négocier auprès du client. Donc, c'est important effectivement de s'appuyer sur l'écosystème qui est à votre disposition, de potentiellement des interlocuteurs comme nous qui avons cette vision du marché pour pouvoir pleinement valoriser votre expertise. Oui, il y a une perception de valeur dans votre tarif aussi. Hein. C'est ça le message, je pense. C'est que si vous êtes trop bas, à l'inverse, quelque part, ça peut avoir un effet repoussoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que justement, on se dit, il y a un loup. Donc là aussi, soyez malin dans la fixation de votre tarif. Et voilà, c'est le côté premium qu'on peut avoir envie, où on se dit, tiens, voilà, si cette personne arrive à pratiquer ce tarif-là, et vu l'expertise qu'elle a, c'est que quand même, voilà, elle doit avoir une sacrée expertise. Et donc, c'est encore ce travail un peu d'équilibre subtil qu'il faut réussir à faire.
Exactement. Mais ça, c'est aussi l'expérience qui, à terme, vous permet de pouvoir sentir ce genre de choses et de savoir un peu quand est-ce qu'on peut le faire et quand est-ce qu'on ne doit pas le faire ou alors ça devient un jeu un peu dangereux. On, on va terminer sur ce dernier sondage. On voulait vous poser la question tout simplement, est-ce que vous aimeriez à un moment donné être accompagné sur la fixation de votre TJM? Ça peut être simplement des échanges de mails, un coup de téléphone ou un accompagnement un peu plus long. L'idée, c'est vraiment de savoir si demain vous en avez envie, bon, on pourra vous recontacter pour parler de votre cas un peu plus personnel parce que ça reste aussi des choses assez perso au final. Euh, et donc, je vous invite à y Et répondre. peut-être, pendant que les gens répondent, Bruno, ce qu'on peut dire, parce qu'on n'a pas du tout donné de chiffres sur les TGM que nous, on a l'habitude de pratiquer et qu'on voit sur le marché, mais sachez que c'est du simple au triple, c'est-à-dire C'est qu'on ça. a des TGM en gros de 600 à 1800 euros par jour, avec des profils qui sont extrêmement différents, hein. Je mentirais si je disais qu'on en a plus du côté de 1800 que du côté de 600, mais quand même, du coup, c'est vrai que c'est une vraie question à se poser et que, voilà, encore une fois, nous, on peut vous aider, qu'on travaille ensemble ou pas dans l'immédiat. On peut évidemment vous faire ce feedback, en tout cas par rapport à votre profil, et voilà, de vous donner un petit peu une idée de fourchette aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter et on sera ravis de le faire. C'est ça. On va terminer par vous laisser un peu la parole si vous le souhaitez. En tout cas, de savoir est-ce que vous auriez peut-être des questions. euh, alors, j'en ai pas vu forcément sur la partie questions. On a eu sur le chat quelques personnes qui nous en ont posé. Euh, N'hésitez pas à nous dire si vous voulez, si vous avez besoin qu'on vous recontacte. Je crois même, sans me tromper, que vous aurez peut-être un formulaire, enfin en tout cas, je ne sais pas s'il y a un questionnaire de satisfaction, je ne suis plus certain. Mais en tout cas, Encore, c'est une bonne idée. voilà, l'idée c'est de se dire, bah, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse webinar@bigger.com pour nous faire remonter votre ressenti, vos besoins potentiels d'accompagnement, de mission. On est vraiment, enfin, c'est aussi ça l'intérêt en fait de travailler quand on est indépendant. C'est pas uniquement d'être tout seul chez soi, c'est aussi de pouvoir rencontrer des gens et d'échanger sans forcément une relation commerciale à chaque fois. Voilà. C'est, je pense, la base aussi. Euh, je vois Florence qui est en train de taper quelque chose. Alors, c'est un peu de la triche. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Moi, je vois qu'elle est en train de. Donc, on va peut-être attendre qu'elle nous envoie sa question. Vous pouvez nous suivre. Ouais, je t'en Bruno, prie, il y a Charlie. un élément qu'on n'a pas dit. Une façon d'arrondir ses fins de mois pour des freelances, c'est aussi de pratiquer de l'apport d'affaires ou de l'apport de ressources. Donc, vous allez trouver beaucoup d'acteurs sur le marché qui seront très heureux si vous voilà, les aidez à ouvrir certaines portes. Donc ça peut être une façon aussi détournée Mhm. d'améliorer son confort de vie avec des revenus qui sont différents puisqu'ils ne sont pas directement dépendants du nombre de jours que vous travaillez vous, mais plutôt d'une ressource ou sur une mission que vous auriez proposée. Donc ça, c'est des choses aussi que vous pouvez assez facilement trouver sur le marché et que nous, on propose aussi en standard dans nos contrats quand il Mhm. n'y a pas de conflit d'intérêt, évidemment. Exactement. Et je voulais aussi rajouter juste très simplement le fait que ça a l'air. Enfin, parfois, vous allez vous dire, oh, c'est complexe. En fait, le sujet du TJM, vraiment, s'il y a une ouverture de discussion et que si vous pouvez échanger le plus librement possible avec le client, avec Bigger, etc., c'est ça qui vous permettra d'être vraiment serein sur le sujet. Je pense pas que ce soit une question, un sujet piège, mais par contre, il ne faut pas avoir peur d'aborder le sujet, de poser des questions, de se renseigner et donc du coup de rentrer dans le sujet vraiment pour ensuite se dire, bah voilà, moi le prix que je défends et que j'applique, bah, il est quand même vachement justifié et c'est pas uniquement un montant comme ça que je sors un peu du chapeau pour faire un coup de bluff. Ça marche pas, Mais ce d'ailleurs, genre de système ne marche pas sur du long terme, clairement pas. et d'ailleurs, Bruno, enfin, tu vois, nous, on cale souvent les TGM effectivement avant de proposer les talents aux entreprises qui nous font confiance. Il y a assez peu, voire, enfin, c'est très rare qu'il y ait de la renégociation ensuite. C'est ça, c'est C'est-à-dire ça. que la négociation, elle a lieu au début, on se fixe. Il peut y avoir, voilà, mais c'est vraiment à la marge sur des petits montants et c'est vraiment, c'est pas la majorité des cas du tout, hein. Donc, si le tarif il est bien calé dès le démarrage, il y a généralement assez peu de discussions en réalité. Ou alors, C'est là ça. aussi, avec des solutions il y a plus de visibilité, il y en a moins. Enfin, après, ouais, il y a toujours des axes de discussion, mais c'est assez rare qu'on rouvre la discussion ensuite. Donc, voilà. Mm, mm.
Eh ben, je sais pas si Florence est en train de taper ou peut-être qu'elle s'est déconnectée ou qu'elle a laissé l'éditeur activé. Euh, c'est pas grave, on aura la question où Florence, je t'invite à nous écrire par mail à webinar@bigger.com si tu veux. Bah, merci Vincent, merci Charlie. Merci Euh, Bruno.